nous paraît important de vous expliquer le fonctionnement du stress, d'en décoder les mécanismes et surtout de comprendre comment il peut se révéler extrêmement handicapant quand on ne parvient pas à le maîtriser. Ce n'est qu'alors que vous pourrez considérer les techniques de relaxation comme un moyen efficace pour le combattre et le vaincre. Le stress est souvent défini comme l'incapacité à faire face à une situation déstabilisante, la plupart du temps parce qu'elle est nouvelle et qu'on ne sait pas comment l'appréhender. Dans le corps, tout un mécanisme se met alors en branle pour optimiser la vigilance et la concentration. Le but est simple, vous permettre de vous adapter au mieux à cette nouvelle situation. Mais comment ça se passe concrètement ? Je vais tenter de simplifier au maximum. La source stressante est principalement détectée grâce à l'œil, dont l'aire cérébrale correspondante est située au niveau du cortex occipital. Les informations perçues vont être traitées et recevoir une connotation émotionnelle au niveau du système limbique, qui est le véritable chef d'orchestre cérébral du ressenti des émotions. Dans notre cas de figure, les émotions étant relatives au stress, il va ordonner aux glandes surrénales, par l'intermédiaire du système nerveux périphérique assurant la liaison entre le cerveau et le corps, de produire et de libérer de l'adrénaline dans le sang. Cette hormone a pour principale fonction d'augmenter le débit cardiaque et le rythme respiratoire en vue d'accroître l'activité cérébrale, et ceci pour faciliter une prise de décision adéquate de la personne qui est confrontée à une situation anxiogène. Elle agit également au niveau musculaire, en accentuant la tension pour permettre une éventuelle fuite de l'individu en cas de danger extrême. Si après cette première mobilisation, la situation stressante est maîtrisée, le corps et le cerveau retrouvent leur calme habituel et on dit que l'homéostasie est rétablie. En revanche, si l'agent stressant ne disparaît pas, l'organisme passe en phase dite de résistance. La libération d'adrénaline ne suffit plus pour faire face à la situation, qui reste alors perçue comme une agression. Un deuxième mécanisme se met alors en marche. Le système limbique, toujours lui, va ordonner au complexe hypothalamo-hypophysaire, qui est le centre nerveux assurant la surveillance du corps via les hormones, de libérer de la corticostimuline. Cette hormone va aller se fixer sur les glandes surrénales, qui vont alors décharger du cortisol dans le sang. Les principales qualités du cortisol sont tout d'abord, comme l'adrénaline, qu'il va permettre au cerveau et aux muscles de rester dans un état de fonctionnement optimal. Mais surtout, il a la possibilité de limiter sa propre production. En effet, en se fixant sur des récepteurs du complexe hypothalamo-hypophysaire, le cortisol peut bloquer la synthèse de corticostimuline. Et faute de corticostimuline, le cortisol ne sera plus synthétisé. Il exerce ainsi un rétrocontrôle dit négatif sur lui-même, qui permet au corps et au cerveau de travailler à plein régime, tout en évitant de s'emballer. Le but est évidemment de permettre au stress de disparaître sans que la personne ne s'épuise totalement. Les systèmes de production d'adrénaline et de cortisol sont donc d'un grand secours et permettent toujours de faire disparaître le stress engendré. En revanche, si l'organisme se retrouve trop souvent confronté à ce genre de situation, ces deux systèmes se dérèglent et deviennent inefficaces. L'organisme se trouve alors en phase d'épuisement. Deux comportements sont alors possibles. Soit la personne se résigne et ne cherche plus à se surpasser pour lutter contre le stress, elle entre alors dans une phase de dépression qui la maintient dans un état de fonctionnement minimal, ne l'obligeant pas à mobiliser des ressources dont elle ne dispose de toute façon plus. Soit elle décide de continuer à lutter contre les symptômes du stress, ce qui la précipite alors dans un état anxieux généralisé. Cet état est la conséquence d'une stimulation excessive de l'axe corticotrope. Par épuisement des ressources vitales, l'état anxieux généralisé dérive souvent vers une dépression nerveuse. Mais rassurez-vous, si vous êtes dans ces cas extrêmes, des solutions existent. La médecine occidentale a mis au point des médicaments qui vont limiter les sensations de déprime ou de stress, les antidépresseurs et les anxiolytiques. Ce sont des substances chimiques dont le but est de diminuer les sensations de stress et de mal-être en agissant directement au niveau du cerveau, sur une molécule impliquée dans l'humeur, la sérotonine. Mais de nombreuses personnes ne souhaitent pas avoir recours à ces médicaments par peur d'en devenir dépendants ou par peur des effets secondaires. Et à juste titre, car la prise de médicaments est en elle-même un comportement addictif. C'est en partant de cette observation et en nous appuyant sur des recherches scientifiques que nous préférons orienter vers les techniques de relaxation ceux qui souffrent d'un surplus de stress et qui ne veulent pas tomber dans le piège de la médication, mais aussi ceux qui voudraient se libérer de l'emprise des médicaments psychoactifs. Expliquons-nous.
Nous avons vu précédemment que lors d'une situation stressante, le corps et le cerveau se trouvaient mobilisés de façon optimale pour s'adapter à cette situation. Laissons maintenant de côté le cerveau pour focaliser notre attention sur le corps. Edmund Jacobson, un médecin aujourd'hui disparu, a consacré de nombreuses années de recherche à la décontraction neuromusculaire. Il est parti du postulat suivant. Si un stress entraîne une tension importante des muscles, la détente volontaire de ces mêmes muscles ne peut qu'aboutir à une diminution de la sensation de stress. Et les résultats sont venus confirmer son hypothèse. Sans entrer dans le détail, en voici les principaux points. Via le système nerveux sympathique, la formation réticulée reçoit comme information en provenance de la décontraction des muscles de ralentir son activité. Cette structure, située dans le tronc cérébral, est responsable entre autres de la régulation du sommeil et de la vigilance. Une diminution de son activité va donc entraîner, pour ce qui nous concerne, une diminution de la vigilance, qui, comme nous l'avons vu précédemment, est accentuée en situation de stress. En plus, la formation réticulée, en lien intime avec l'hypothalamus, va lui ordonner de baisser son niveau de fonctionnement. Cette baisse d'activité de l'hypothalamus se traduit par une diminution de la production de corticostimuline dans le sang, ce qui bloque la sécrétion de cortisol. Les symptômes du stress ne peuvent donc pas apparaître. Les pensées restent calmes et sereines. D'autant plus que la baisse d'activité de l'hypothalamus bénéficie également au système limbique, qui en réajustant ses diverses réponses émotionnelles, envoie des messages rassurants au néocortex, siège de la pensée réflexive. Il peut donc continuer à fonctionner sereinement. Ce calme a été mis en évidence par la présence d'ondes alpha dans le cerveau. Ces ondes, détectées depuis peu grâce à l'invention de l'encéphalogramme, dispositif qui permet d'enregistrer en temps réel l'activité du cerveau, sont le reflet d'une stabilisation du niveau d'énergie cérébrale. Donc en conclusion, nous pouvons désormais affirmer que la relaxation neuromusculaire, mise en évidence par Jacobson, permet au corps et à l'esprit de fonctionner en harmonie dans un calme évident. À cette conclusion vient s'ajouter celle d'un autre chercheur, Michael Gershon, qui a découvert l'existence du système nerveux entérique. Ce système au fonctionnement autonome est situé dans le système digestif. Étant autonome, il est néanmoins en lien direct avec le cerveau via le nerf vague qui gère entre autres les glandes surrénales et le cœur, qui, faut-il le rappeler, sont directement impliqués dans la gestion du stress. Ce système entérique bénéficie désormais du nom de second cerveau, notamment grâce à son autonomie, mais aussi parce qu'on y a découvert les sécrétions de nombreuses molécules dont on pensait jusqu'ici qu'elles n'étaient sécrétées qu'au niveau du cerveau. C'est le cas par exemple de la sérotonine, qui, rappelons-le, est impliquée dans la gestion de l'humeur. La respiration abdominale, qui est une respiration calme, lente et profonde, massant les viscères, est un des piliers de la relaxation neuromusculaire, celle qu'a mis en évidence Jacobson. Elle permet donc également de contribuer à un rétablissement du bien-être par une libération de la sérotonine qui permet de lutter contre les états de stress et d'anxiété. Ajoutons que cette respiration abdominale envoie au cerveau, via le système sympathique et son nerf vague, un message qui lui signale que dans les organes, tout est calme. Ce phénomène porte un nom, c'est le feedback. Il suppose l'existence d'un dialogue entre les organes et le cerveau, dont le commanditaire reste le cerveau, mais qui reçoit en permanence des informations en provenance des organes. En situation de respiration abdominale, le message envoyé fait état d'un fonctionnement optimal que le cerveau intégrera, ce qui lui permet de ne pas s'alarmer. Donc d'une part, nous avons la relaxation neuromusculaire qui permet une inhibition de la sécrétion de cortisol et une apparition d'ondes alpha dans le néocortex, et d'autre part, la respiration abdominale qui libère de la sérotonine et envoie un message de sérénité au cerveau. Le couplage de ces deux conclusions prouve qu'il n'est pas nécessaire de prendre de médicaments pour lutter contre le stress. Les techniques de relaxation sont autant sinon plus efficaces, surtout si l'on considère que l'on oppose une prise externe de médicaments à un changement interne de comportement. Il est évident que ce qui a été démontré par ces deux chercheurs a été observé lors de séances de relaxation. Or, tout le monde sera d'accord pour reconnaître qu'il est absolument impossible de pratiquer de la relaxation 24 heures sur 24. Et je vous rassure en vous disant que non. Pour rétablir votre aptitude à gérer votre stress, vous ne serez pas obligé de dire adieu à votre travail et à votre vie sociale. En effet, le cerveau est doué de ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Ça signifie simplement qu'il a la capacité d'adapter ses réponses
en fonction des stimulations auxquelles il est soumis plus fréquemment. En ce qui vous concerne, plus vous vous relaxerez, et plus votre cerveau l'intégrera. Vous serez alors moins sensible aux situations stressantes que vous rencontrerez par la suite. Votre cerveau aura gagné la capacité de rester calme en toute situation ou presque.